on sous-estime le tsunami qui arrive. La MLS est maintenant composée de 30 équipes. Lionel Messi joue dans ce club-là. Notre mentalité n'est pas de former pour vendre. Nous, on veut être compétitif et gagner en MLS. C'est des dizaines de Super Bowl là, en termes de code d'écoute. Le CF, es-tu en danger de quitter? Salut tout le monde, bienvenue à Sport Inc. Mon nom est Geneviève Tardif. Salut Sacha. Salut Jen, ça va? Ça va bien toi? Oui, ça va très bien. Ça va très bien, Ça va hein? très bien. Super invité. Mais Depuis là- le début, on avait hâte que Alex se joigne à nous parce que Alex, je le connais depuis l'année dernière quand je faisais des balados avec BPM. Alex était à BPM. Puis là, on se connaissait avant ça aussi, là, mais on a collaboré ensemble l'année dernière. Puis là, Nous, on se connaît moins, un petit peu. C'est ça. Alex Panton, Alexandre Panton. Hein? Comme tu veux, Comme tu veux qu'on l'appelle, là, si vous voulez Ma mère l'appeler. m'appelle mais- Alexandre, mes Bon. amis Alex. Fait Ah que, oui? Elle t'appelle encore Puis, Alexandre? Tu Ah sais ouais. que Sacha, c'est Alexandre aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est des synonymes. Donc, c'est vrai. on peut t'appeler Sacha, tu vois. Tu vois, ok, c'est- Mais Alex, je suis allée voir ta biographie OK. sur le site du CF Montréal. OK. Donc, ça fait depuis 2025. C'est quand même récent. C'est très récent. Oui. Donc, tu es au poste de vice-président et chef de la direction des communications images de marque. Exactement. Et tu assures la direction stratégique de l'ensemble des activités entourant l'image de marque, de communication, relations médias du CF Montréal. Tu as une solide expérience dans l'univers du marketing et des communications, de la gestion, notamment, tu t'en as parlé chez Ouais. BPM Sport, mais aussi TVA Sport. Oui. OK. Oui, oui. J'ai été directeur des programmes là-bas pendant 3-4 ans. Et bon, on n'était pas là ensemble dans le même moment. Visiblement pas, non. Et tu apportes une vision intégrée de la marque, des contenus, gestion d'image. Son leadership contribue à faire évoluer la présence du club dans l'écosystème sportif. Hein? Bienvenue avec nous à Sport Inc. Là, on a plein de questions Good. qui entourent évidemment le CF Montréal. On commence par quoi, Sach? Tu sais, évidemment, là, je pense qu'il y a plusieurs sujets, mais tu sais, Alex, ça fait pas longtemps que tu es en poste. Ouais. Moi, il y a toujours quelque chose qui m'a intéressé de la stratégie commerciale du CF. Parce que, tu sais, aujourd'hui, on va parler de transfert de joueurs, on va pas parler tu sais, de rumeurs de transactions de 11 partants. C'est plus la stratégie commerciale. Ouais. Tu sais, vous êtes dans un écosystème où le Canadien de Montréal domine au Québec. Ouais. L'été, vous êtes en compétition, j'imagine, avec les Alouettes, principalement. C'est quoi votre stratégie au niveau positionnement auprès du dollar loisir, du dollar entertainment, là, pour aller chercher le plus de partisans, sachant aussi que le CF traverse un peu une reconstruction, petit changement d'entraîneur plus tôt Ouais. cette année. Donc, c'est quoi votre vision par rapport à ça? Bon, fait que la question est super intéressante. Là. Moi, première des choses, je pense que le Canadien prend évidemment beaucoup de place là, dans le marché dans lequel nous, on évolue. Cela dit, Montréal reste une ville de sport, reste une ville d'événements. Là. Ça, j'en demeure convaincu. Tu sais, je me souviens, il y a eu des soirées à Montréal où il y avait 10 000 personnes au Rocket, 20 000 personnes au Centre Bell, 20 000 personnes au Stade Saputo, puis tu sais, sûrement des spectacles un peu partout là, Ouais. organisés par Evenco en même temps. Fait que tu sais, je pense que il y a de la place dans tout cet écosystème-là. Ça, c'est certain. Puis tu sais, vous le savez, là, partout en Amérique, il y a des villes avec les 4 sports majeurs dans des villes qui sont pas vraiment plus grandes que Montréal. Là, tu sais, Boston, par exemple, des choses comme ça. Fait que tu sais, je pense qu'en termes du marché, le marché peut définitivement le prendre. Après ça, de prendre notre place, je pense qu'à Montréal, gagner, c'est important. J'allais te le dire. Ouais, je pense que c'est très, très, très important. Puis, fait que, tu sais, ça, évidemment, c'est cyclique là, dans le sport professionnel comme partout ailleurs. Puis, ultimement, à la fin de chaque saison, il y a une équipe qui gagne. Là. Donc, tu sais, ça, c'est quelque chose, évidemment, auquel on aspire. Mais je pense qu'au-delà, mettons, d'un point de vue, tu sais, si on prend juste le petit pas de recul au-delà de simplement gagner, nous, le mandat qu'on s'est donné comme organisation aussi, c'est de se rapprocher du partisan, d'être plus authentique, d'être plus transparent dans nos démarches, d'être plus actif auprès des supporters pour qu'ils sachent ce sur quoi on travaille. Peux-tu me donner un exemple? Ouais, vraiment. Comment vous avez été authentique là, dans les derniers mois? Ouais, mais tu sais, le but, c'est faut pas prendre pour acquis
il y a une culture de foot, là, de soccer à Montréal, au Québec, ça c'est certain. Mais aussi, tu as le partisan moyen qui n'est pas nécessairement au courant de toutes les règles de la MLS, toutes les... Évidemment, la convention collective, les règles de signature des joueurs, les exceptions au niveau des joueurs désignés, les joueurs U22, toutes ces choses-là. Donc, on veut être un petit peu plus délibéré dans la manière qu'on communique pour expliquer nos gestes puis que les gens comprennent. Mais pour revenir à ta question, nous, une des choses qu'on a trouvé très important de faire, c'est on a vu qu'on était un peu dans un impasse au niveau de notre effectif l'été passé, fait qu'on a décidé d'écrire une lettre aux partisans pour carrément leur dire la situation n'est pas acceptable pour nous, mais honnêtement, quand tu as des joueurs signés, quand tu n'as pas beaucoup d'espace dans ton effectif pour venir ajouter des joueurs, quand tu as des moyens financiers limités comme nous, c'est pas quelque chose qui va se passer en claquant des doigts. Alors, on vous parle aujourd'hui pour vous dire qu'on s'embarque dans un processus. Et puis, depuis ce temps-là, ce qu'on essaie de faire, c'est sur nos réseaux sociaux, on essaie aussi d'être un petit peu plus... justement, là, accessible, un petit peu plus généreux aussi avec le partisan, donc plus de contenu behind the scenes, plus de contenu qui est comme plus raw, si on veut, là, moins... évidemment, on va continuer à mettre les choses bien polies, puis des beaux highlights, là, mais on essaie d'en donner un petit peu plus aux partisans comme ça. Qui a eu l'idée de cette lettre-là? Comment vous êtes venu à vous dire « Hey, on va écrire une lettre aux partisans ». Je pense, tu sais, sans être une pratique extrêmement courante, elle est quand même courante dans le monde du sport professionnel. 3 ans de suite, les Rangers le font? Ouais, c'est ça. Je pense que les Rangers, ils en font une par année. C'est ça. Ils ont déjà le gabarit. Ils vont juste changer l'année. Ils ont déjà prévu la date qu'ils vont l'envoyer avant le début de la saison. C'est des pen pals avec leurs partisans. Non, c'est ça. Tu sais, quand tu... en communication et en marketing, tu peux être super créatif. Tu peux créer plein de manières de parler à tes partisans. Tu as vraiment beaucoup d'outils aussi maintenant avec les réseaux sociaux. On bâtit notre communauté, on peut leur parler directement. Mais on cherchait en fait à faire quelque chose qui avait peut-être un petit peu plus de poids, quelque chose qui pouvait venir un peu... sans être officiel, on voulait parler directement aux partisans. Fait qu'on a réfléchi. Est-ce qu'on fait... des dirigeants qui font une vidéo à la première personne, puis qui parlent directement. On a pensé à d'imaginer différents formats. Puis finalement, on est vraiment en équipe, en groupe, avec le ownership, avec la direction tant sportive qu'au niveau des affaires. On en est venu à la conclusion que je pense que le geste, l'acte un peu plus solennel d'écrire la lettre était probablement celui qui allait avoir un peu plus de poids. Et puis aussi de le publier, oui, sur nos réseaux, mais aussi on l'avait publié dans la presse. C'est vrai. Directement. Ça aussi, on voulait le mettre à un endroit très visible, pas dans un environnement qu'on allait nécessairement tout contrôler. Ça, c'est accompagné d'articles aussi, puis d'autres choses. Fait, quand tu le mets out there, tu contrôles ce que tu dis, mais après ça, tu ne contrôles pas comment que les gens vont réagir. Mais on voulait qu'il y ait une forme d'authenticité aussi là-dedans, de dire, regarde, on le met là, puis les gens réagiront, puis nous, on ira à partir de là. Tu parlais de culture foot. Moi aussi, je suis d'accord qu'il y en a une belle culture foot-soccer à Montréal et même au Québec. Je pense qu'il y a aussi un travail à faire d'éducation. Tu sais, le monde du foot, la business du foot, c'est quand même très différent de la business des sports nord-américains qu'on connaît. Les sports nord-américains qu'on connaît, tu repêches des joueurs, déjà tu as un repêchage. Je sais qu'à MLS, tu en as un, mais ça reste que c'est pas la même affaire. Tu repêches, tu as des contrats, puis là, le but, c'est d'aller repêcher des bons joueurs que tu signes long terme et tu les échanges quand tu es en reconstruction. Au foot, il y a des équipes qui vont aller acheter des joueurs, il y en a d'autres qui vont plus développer des joueurs et les vendre. On l'a vu, le CF le fait avec Alistair Johnston, le fait avec Koné, je pense, entre autres, et d'autres. Ma question, c'est est-ce que le CF a pris une direction ou est-ce que leur stratégie, disons, juste d'affaires, parce que pour moi, ça reste une stratégie d'affaires, c'est de développer des joueurs et les vendre à l'étranger et c'est comme ça que le système veut se bâtir ou c'est pas une ligne directrice tracée dans le sable? Non, mais fait que c'est intéressant que tu l'amènes comme ça. Fait qu'effectivement, l'écosystème du foot est un écosystème mondial. La quantité de joueurs, il y en a tellement. Puis justement, c'est pas un parcours simple que comme, OK, simple, c'est pas si simple, là, je veux pas sursimplifier les choses, mais nous, on est très familier avec la Ligue nationale de hockey où que
on commence à entendre parler des joueurs quand ils ont 16, 17 ans, 17, 18 ans, quand ils commencent à devenir éligibles au repêchage. On suit un peu ceux qui vont être les stars de demain. On connaît que les équipes qui vont être moins bonnes dans la Ligue nationale vont vraisemblablement se ramasser avec ces choix-là au repêchage. Au foot, tu peux commencer à développer les jeunes à un très jeune âge. Nous, on le fait à travers notre académie. Très jeune âge, ça veut dire quoi, mettons? Ben, tu sais, il y a des... Écoute, il y a des camps pour... Détection. Détection, d'identification. Puis après ça, tu sais, nous... dès 14-15 ans, là, les joueurs se joignent à notre académie. On les accompagne aussi dans leur parcours scolaire. Évidemment, c'est pas tous ces jeunes-là, jeunes garçons et jeunes filles, qui vont se ramasser dans une équipe professionnelle, mais là, je pense que c'est peut-être 11-12 athlètes l'année passée qui ont eu des scholarships pour aller en NCAA, 3 qui ont gradué avec nous, la première équipe, avec des contrats professionnels. Fait que le parcours est là. Mais pour revenir à ta question, tu sais, c'est très complexe, cet écosystème-là. Puis je pense que on doit utiliser les outils qui sont à notre disposition pour bâtir le meilleur effectif. Puis je pense que pendant un moment, l'équipe voulait être très transparente par rapport au fait que on allait vendre des joueurs. Puis ça, je pense que je souligne que l'initiative de le mentionner, c'était quand même important d'expliquer aux partisans. Cela dit, je pense que notre mentalité n'est pas de former pour vendre. Ultimement, c'est pas ça qu'on est comme club exclusivement. Nous, on veut trouver le chemin pour être compétitif et gagner en MLS. Et pour nous, quand on a des joueurs qui ont le potentiel de jouer en Europe, ben vous comprendrez que leur souhait est de jouer en Europe aussi. Hein? Donc, si on est capable d'être un endroit qui développe bien, et qui profitent de cette fenêtre-là des joueurs pendant qu'ils sont dans leur ascension, alors que quand ils sont au pic de leur carrière, nous, on n'a pas... Ils veulent être en Europe, ils veulent être dans les plus grandes ligues au monde, mais ils veulent également avoir les revenus qui viennent avec, puis tout ça. Donc, nous, c'est d'essayer d'avoir les joueurs au meilleur moment, dans le fond, dans leur carrière, ou qu'on est capable de les avoir dans notre effectif. Comment on évalue ça? Ben, c'est ça qui est très complexe. C'est sûr que les jeunes qui évoluent déjà chez nous, on les connaît très bien, probablement mieux que n'importe qui. Oui, parce que vous les connaissez depuis qu'ils sont exactement, qu'ils sont jeunes. On connaît le potentiel. Puis même là, il y en a que des fois, ils vont passer... c'est clair. Mais ça, c'est comme un athlète que tu t'en vas aux Jeux olympiques, tu veux qu'il soit à son pic. C'est un art... De créer ça au bon moment. C'est un peu la même chose pour le soccer. Puis au niveau du recrutement aussi, nous, on travaille beaucoup avec... nos propriétaires sont également propriétaires d'une équipe en Serie A, en Italie, à Bologne. Donc, il y a beaucoup de l'équipe de recruteurs aussi qui travaillent conjointement, mais ça fonctionne bien parce qu'on ne recrute pas nécessairement les mêmes joueurs au même moment dans leur carrière. Donc, on n'est pas un club... Oui, ça va faire partie de notre stratégie, mais ultimement, c'est que si tu formes un joueur puis tu récoltes un bon montant d'argent en le vendant à une équipe européenne et que ultimement, lui, ça le permet d'atteindre son rêve et nous, ça nous donne les moyens financiers de faire l'acquisition de d'autres joueurs. C'est ça. C'est cette roue-là qu'on veut nourrir, mais c'est pas comme une approche. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! Puis c'est cette roue-là, je pense qu'il faut continuer à éduquer les gens. Parce que, exemple, en Europe, le concept de vendre des joueurs, quand une équipe annonce qu'ils ont vendu un joueur à tel, puis ils ont reçu tel montant, c'est vu comme une fierté. Pour les partisans de l'équipe, c'est pas vu comme nécessairement une transaction que tu dis j'ai échangé un joueur contre des... Puis là, il est parti. Oui, c'est sûr qu'il y a des partisans qui sont déçus que le joueur parte, mais il y a une culture de foot établie en Europe où est-ce que la vente de joueurs vers des plus gros marchés en collectant des sous qui vont permettre d'aller chercher d'autres joueurs et que la roue tourne, c'est vu positivement. Puis ici, c'était vu plus négativement. Je pense pas que c'est nécessairement vu négativement d'un point de vue purement de partisan. Je trouve juste que on comprend pas. Il y a des fans de foot, évidemment, qui comprennent très bien, mais je pense que le partisan moyen qui va suivre le CF du coin de l'œil pour voir les résultats va souvent faire des analogies comme avec le hockey ou le sport nord-américain qu'on connaît. Ouais, c'est ça, on dirait qu'on a plus le sentiment qu'on n'obtient rien pour le joueur, mais dans les faits, on obtient la capacité d'en acquérir 1, 2 ou 3 autres là, qui peuvent venir
contribuer à l'effectif. Puis moi, j'abonde dans le même sens que toi. Je pense que nous, sachant qu'on est dans le sport, puis le soccer, évidemment, c'est le sport le plus pratiqué au monde. Cela dit, c'est pas... Nous, on n'est pas dans un marché qui était originalement ou de manière primaire un marché de soccer. Fait faut être conscient de ça. Faut qu'il y ait un volet de vulgarisation, d'explication, d'éducation dans nos communications. Puis ça, on tente. Puis on va devenir de mieux en mieux pour le faire, mais on va être un petit peu plus délibéré dans nos communications. Les victoires vont attirer l'attention aussi. 100%. Tu l'as dit en début d'épisode. 100%. Puis nous, faut pas... c'est pas des excuses, mais on le sait, là, nous, depuis que le stade est en réno, on commence nos saisons avec 6 ou 7 matchs à l'étranger, en plus de faire notre camp d'entraînement. Non, c'est pas évident. Puis surtout au soccer, vraiment, le jouer à la maison a une forte incidence sur le pourcentage de victoires. Donc, nous, cette année, on a quitté le 10 ou le 11 janvier, on a quitté pour l'Espagne pour commencer notre camp d'entraînement. Puis on a joué notre premier match à la maison le 11 avril. Donc, ça a été vraiment... c'est un long parcours, c'est difficile. Puis ultimement, après notre premier match à la maison, on avait une fiche d'une victoire, 6 défaites. Évidemment, on a pris la décision, excluant littéralement la personne qui parle, mais la décision a été prise de changer d'entraîneur. C'est pas ça qu'on voulait faire. Mais depuis qu'on est revenu à la maison, depuis le changement d'entraîneur, depuis qu'on a retrouvé... le chemin de la stabilité. Ouais, un petit peu. Puis, juste... on a quand même une fiche qui est beaucoup plus intéressante. Là, l'équipe est je pense, 4 victoires, 2 défaites, 2 nuls. On se bat pour une place en série, là. C'est-à-dire, on est sur la ligne, en fait. Là, on a un match en main aussi quand les activités vont reprendre. Donc, on est dans une position intéressante, mais je pense que juste là en février, quand on part pour notre camp d'entraînement, là, c'est avant le match des étoiles de la Ligue nationale. Là, fait c'est tout ça, c'est trouver notre place dans cet écosystème-là au niveau de la couverture médiatique. Maintenant, vous le savez, là, dans les médias aussi, là, ça coûte une fortune là, couvrir une équipe. Donc, nous, là, c'est pas partir pendant 6 semaines. Il n'y a pas le contingent qui nous couvre quand on est ici à Montréal. C'est pas la même chose. C'est difficile de nous suivre et de justifier ces investissements-là pour les médias. Là. On parle de culture, les changements d'entraîneur, on en entend souvent parler. Les gens réalisent, il faudrait regarder en Europe, au foot, là, au soccer en Europe, là, les entraîneurs, ça change beaucoup plus rapide. Comme le temps d'attente, la patience d'un club est beaucoup plus petit que ce qu'on est habitué de voir en Amérique du Nord. C'est drôle que tu mentionnes ça. Cette année, on est allé justement, quelques personnes du club, on est allé à Bologne pour passer du temps avec les équipes de direction là-bas, puis juste avoir des rencontres au niveau des procédés d'affaires, de comment on aborde. Puis c'est vraiment, pour nous, c'est un avantage concurrentiel d'avoir une équipe en Europe. Donc, de bâtir ces ponts-là avec ces gens-là, c'est très intéressant. Et pendant qu'on était là-bas, Bologne se retrouvait dans la Ligue Europa et jouait contre Celtic, qui avait récemment engagé un ancien entraîneur du CF Montréal qui s'appelait Wilfrid Nancy. Puis Wilfrid Nancy est resté en poste, je pense que c'est 32 jours. Ben oui, j'allais dire comme... Ouais, je pense que c'était 5 matchs. 4 ou 5 matchs, là. Ouais. Puis tu sais, ça pour eux, c'était pas comme... C'était pas surprenant. C'était pas l'idéal, mais c'était pas surprenant. Puis je pense que Celtic ont gagné le championnat. Non, ça, c'est quand même, là, tu sais, c'est ça, c'est une autre culture. Puis là, il est où, là, en ce moment, Wilfred? Il est en vacances, I guess, là, mais non, c'est ça. Je pense quand même un contrat. Oui, il y avait un contrat. OK. C'est chilling. Oui, puis tu sais, je pense que c'est un entraîneur qui a eu du succès à MLS. Fait que tu sais, je pense aussi... Des fois, après une expérience comme ça, je pense que... Je le connais pas personnellement, là, mais si c'était moi ou si j'étais son agent, on prend le temps de prendre la bonne décision pour la prochaine destination. Pas inquiet pour lui, je pense qu'il va trouver une destination. Parlons du stade, tu en as parlé un peu. Oui. Je me souviens récemment de la conférence de presse là, où vous avez annoncé le match des Roses au stade Saputo. Déjà ça c'est super le fun. Une belle... Oui, excuse-moi, j'ai mal placé ma gorgée d'eau. Oui, non. Oui, c'est une super nouvelle. On est content de pouvoir faire ça. On espère que les gens... C'est quand déjà en août? C'est le 29 août. 29 août. 29 août en après-midi. Oui, c'est ça. Penses-tu qu'on va battre le record? Pour moi, là, honnêtement, puis tu sais, je veux pas minimiser les attentes ou quoi que ce soit, mais juste le signal que ça va envoyer aux jeunes filles que
que le match se joue là, pour moi, c'est déjà un succès. Ouais. Qu'on ait une équipe Ben oui. professionnelle à Montréal et puis que, en fait, qu'il y a une ligue qui s'est montée aussi au Canada. Je trouve que les gens qui sont derrière ça, je pense que ça va être un long parcours. C'est pas facile, ça, dans quoi ils s'embarquent. Cela dit, le fait qu'ils vont fouler la pelouse du Stade Saputo, moi, déjà, en soi, c'est une victoire. Écoute, moi, je souhaite qu'on ait le plus de monde possible pour les encourager. Puis, Ça a été le cas. On a battu le record dans la Ligue professionnelle de hockey féminin au Centre Bell. Ça serait le fun d'avoir soccer plus hockey. Mais on a la place. Oui, combien de monde? Combien de sièges? 19 619. OK, quand même. Et il y avait la question aussi, là, quand est-ce que les Roses pourraient peut-être venir s'entraîner au même endroit que vous? Là, on a dit un match à la fois. Oui, ben, tu sais, tout a un début, là. Tu sais, je pense que, nous, on le sait, là, en ce moment, on parlait de, l'importance de gagner, puis, la compétition à l'intérieur du marché. C'est pas évident de remplir le Stade Saputo, là, honnêtement, à chaque semaine. Comme c'est pas, même les Canadiens, c'était pas sold out là, pendant la reconstruction. Les Alouettes aussi ont vécu des périodes qui étaient moins faciles. Donc, tu sais, c'est des infrastructures qui... il y a des coûts associés aussi à l'utilisation de ces infrastructures-là. Tu récupères pas non plus tes coûts en vendant quelques milliers de billets non plus. Fait que, c'est une opération que je pense qu'il faut y aller de manière prudente. Souvent, les Montréalais répondent présents dans des événements. Donc, je pense que de commencer avec quelque chose comme ça, ça peut être vraiment une manière de vraiment présenter cette équipe-là, quoique elle est bien connue, mais de présenter vraiment ce produit-là, cette équipe-là, à beaucoup de gens en même temps. Puis je pense qu'on bâtit sur ça. Là. Moi, on bâtit beaucoup plus en escalier que en grand stepping stone, selon moi. Oui. Puis, dans la même conférence de presse, pour ça que je te parlais de ça, il y a eu la question sur le stade. Oui. Puis, vous avez dit que vous étiez quand même inquiet. Ou en tout cas, qu'il y avait une inquiétude. Peux-tu m'expliquer un peu ce qui s'est passé? Saputo, pour les gens qui nous écoutent, dont moi. Non, mais je pense que ça vaut la peine de l'expliquer. Donc, le Stade Saputo, c'est une infrastructure qui, dans le fond, on a fait notre entrée en MLS avec ce stade-là. C'est un stade qui a été majoritairement financé par la famille Saputo. C'est un stade qui est privé en soi. Et puis qui répondait très bien aux exigences de la MLS à ce moment-là. Il faut se rappeler, là, à l'époque où le CF, mais à l'époque l'Impact s'est joint à la MLS, il y avait une vingtaine de clubs. Maintenant, c'est une ligue avec une trentaine de clubs dans tous les plus gros marchés nord-américains. Donc, à ce stade-là, le stade répondait aux attentes et aux normes de la Ligue. La Ligue a beaucoup évolué. Il y a énormément de stades en construction, beaucoup de soccer-specific stadiums, comme dit si bien notre commissaire, M. Garber, qui se bâtissent, c'est des infrastructures de 750 millions, 1 milliard. Donc, ça démontre la croissance du sport, mais ça nous met aussi dans une position où que nous, la Ligue a évolué. Si bien que la Ligue va jouer dans un calendrier qui va être très similaire au calendrier européen. Ça commence en 2027, hein? C'est-à-dire qu'en 2027, en février, là, on va entamer une saison qu'on a nommée la saison sprint. Donc, ça va être une courte saison abrégée qui va avoir 14 matchs, mais il va y avoir un championnat. Tous les trophées vont se gagner, tout ça, pour finalement commencer fin juillet 2027 avec des saisons, donc 27-28, là. 27-28, 28-29, fait que ça va être ça le calendrier. Ça va être de quand à quand? Excuse-moi, de 27-28, tu vas commencer comme à l'automne en même temps que le hockey ou tu vas commencer fin juillet? Non, on commence plutôt, c'est fin juillet qu'on commence, puis ensuite de ça, la saison va se rendre à quelque part fin avril, début mai, puis il va y avoir des séries éliminatoires. C'est-à-dire que la MLS, quand même, s'est bien gardée d'avoir une pause hivernale aussi, où on va moins jouer pendant l'hiver, mais il y a quand même des matchs à jouer. Puis, tu sais, même là, nous, on joue un match contre Vancouver en novembre. Là. Il va faire froid là, au stade Saputo. Là. Mais, ça, c'est une réalité à laquelle on est habitué de vivre. Mais bref, dans ce contexte-là, depuis un bon moment, depuis en fait que les travaux sont entamés au Parc olympique, on a eu des discussions très productives avec toutes les personnes impliquées. Puis,
il y a un très beau projet de réfection et de modernisation qui est en cours en ce moment. Et puis nous, ben, tu sais, Gabriel Gervais, notre président, il a été très explicite à cet égard-là. Tu sais, on étudiait une option hybride ou une option de déménagement au stade. Les deux sont des options qu'on regarde. Tout va dépendre de l'entente commerciale qui vient avec. Mais dernièrement, nous, on avait eu certaines indications. On attendait des confirmations concrètes par rapport à l'avenir du stade, par rapport aux échéanciers aussi liés à ces travaux-là, particulièrement au niveau de l'enceinte intérieure, dans le fond du stade, parce que on sait, les travaux à la toiture, l'anneau technique avancent très bien. Là. Je ne suis pas un ingénieur, là, mais de ce qu'on nous dit et de ce qui est mentionné, c'est probablement, même en avance, c'est sur les budgets. Fait que c'est pas tout le temps quelque chose qu'on entend au Québec. Là, on n'en entend pas parler des médias, ça veut dire que ça va bien. Oui, exactement. Bon point, bien dit. Bien dit. Mais justement, là, nous, cependant, au point de vue d'un commitment, puis on comprend, là, en politique, il y a une campagne électorale qui s'en vient, puis je pense que le stade n'est pas... est un endroit où que, parfois les gens ont un petit essoufflement, là, sont tannés d'entendre parler de cette infrastructure-là. Elle n'a pas la meilleure réputation, mais nous, on y croit. De ce qu'on a vu, de les maquettes qu'on a vues, de ce qu'on nous a présenté, c'est un projet qui pourrait être extrêmement salutaire pour nous, quelque chose qui pourrait vraiment nous aider dans nos activités. Mais là, on voyait que dernièrement, on avait moins, on n'avait pas comme un commitment ferme de la part du gouvernement. Puis c'est là que, quand il s'est fait poser la question, Gabriel a dit, écoutez, à ce stade-ci, on pensait être seté, là. On pensait qu'on allait avoir des réponses. Donc oui, on s'inquiète. T'sais, nous, la MLS veut savoir, là, on bâtit des calendriers. Allez-vous jouer des matchs à l'intérieur? Avez-vous une place pour jouer? Est-ce qu'on doit ajuster notre calendrier? Vous pouvez vous imaginer, là, avec 30 équipes qui parfois évoluent dans des stades de la NFL ou des stades qui sont partagés et toutes les dates qui doivent être interliées. Ça se prévoit longtemps à l'avance, des calendriers pour des saisons sportives. On est en retard, là, déjà. Là. Exact. Donc, c'est là qu'on a exprimé notre inquiétude, mais on veut aussi véhiculer un message positif. T'sais, pour nous, le stade, puis il y a des... C'est pas nous qui l'avons fait, là, mais il y a des images qui ont leaké dans la presse aussi de quoi l'infrastructure aura l'air. Nous, on y croit. On pense que ça peut être très salutaire pour la ville. Puis, tu sais, là, on parle de nous, parce qu'évidemment, on parle de ce qui nous concerne, mais au-delà du CF Montréal, ça nous prend une infrastructure comme ça au Québec. Et puis, ultimement, dès lors que, selon moi, là, puis après ça, que d'autres personnes vont avoir une opinion différente, mais selon moi, si on a pris la décision qu'on conserve l'infrastructure, on y met un toit, on rénove l'anneau technique et tout ça, pourquoi s'arrêter là? Ça, pour moi, c'est... Si on attend, ben, les coûts de rénover l'intérieur vont juste être plus grands et l'enceinte ne va pas être utilisable pendant il faut faire un gros push, là. Fait que, tu sais, tant qu'avoir mis un peu le bras dans l'engrenage ou dans le tordeur, whatever, allons-y jusqu'au bout. Puis, c'est le même débat qu'on a depuis des décennies. Là. Le stade, on met de l'argent, on met pas d'argent, on met trop d'argent, on a décidé de la mettre. Puis je pense que de finir ce projet-là, ça serait une bonne nouvelle pour tous les Montréalais et les Québécois. Là, on rentre dans des gros sujets politiques. Je pense que si on n'avait pas de situation de crise du logement, on n'avait pas de crise d'itinérance, si on n'avait pas... Là, c'est tout... On a tendance, c'est normal, à un peu associer de l'argent comme si c'était le seul argent disponible. Puis là, on décide de prioriser la rénovation intérieure du stade olympique pour accueillir une entité privée de soccer ou de football ou peu importe. Ou des spectacles. Tu sais, versus de mettre cet argent-là dans les hôpitaux, dans les écoles ou dans le logement. Tu sais, fait qu'il faut pas le voir de même. Là, il y a deux choses super importantes. Premièrement, tu sais, d'avoir des équipes de sport professionnelles, ça a des retombées économiques significatives. Tu sais, ça, faut pas le... C'est super important à noter, tu sais. C'est psychologique, hein? Dans le sens, c'est pas mais juste... faut se divertir, ça, je pense que c'est important. On est déçu d'avoir perdu les expos, on est déçu d'avoir perdu les Nordiques, puis ultimement, quand on perd la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde. Mais quand on n'a pas des événements ou quand on perd ces organisations-là, le coût pour les ramener devient tellement prohibitif que tu sais, en tout cas pour nous à Montréal, là, nous, on a le privilège... le baseball majeur, il était sur une belle lancée, mais les franchises étaient abordables quand c'est venu à Montréal. Un peu la même chose pour la MLS. Mais pour revenir à ton point, fait que moi, je pense qu'il faut
faut pas oublier les retombées qui sont liées à ces événements-là, à des shows de musique. Tu sais, tout le monde parle de Taylor Swift, là, mais il y a bien d'autres gros spectacles qui pourraient venir dans une infrastructure comme ça. Un match de la NFL. Ben, c'est ça, des matchs de la NFL, des matchs... il y avait il y a quelques années, là, il y avait des propositions, des offres, puis on les a pas eues. Puis je pense que ça fait vraiment partie du plan d'affaires pour le stade aussi d'aller dans cette direction-là, d'attirer de grands événements, des matchs de soccer internationaux, on serait capable de les accueillir. Fait oublions pas les retombées 100%. Qui viennent et les bienfaits, comme tu as mentionné, pour la société. Puis l'autre aspect, cet argument-là de dire hey, on a d'autres problèmes à gérer, mais on a dit la même chose quand est venu le temps d'aider les expos. On ne l'a pas fait, les problèmes sont encore là. Fait que, moi, je le vois pas comme either or, je le vois comme faut avoir une pensée qui est plus élargie, puis il faut adresser chaque élément de notre société. Oui, avec une interconnectivité, je comprends, mais on doit pas juste prendre des décisions en fonction de on peut pas faire ci parce qu'il faut faire ça, on peut pas faire ça parce qu'il faut faire ci. Fait que moi je pense que si c'est ça, on va être dans un immobilisme significatif. Je suis d'accord. Puis là, je vais te poser une question quand même qui a l'air peut-être comment je pourrais dire apocalyptique, comme dit, je veux pas avoir l'air défaitiste, mais mettons que l'autorisation vient pas, puis le gouvernement décide, ben nous, on rentre dans l'élection, puis on veut pas mettre plus d'argent dans le stade. Fait que là, on va attendre les résultats des élections. Le CF, es-tu en danger de quitter? Regarde, puis tu sais, je veux pas... quoi je te dirais? On n'est pas rendu là dans notre processus, parce que, tu sais, le stade est en train est en travaux en ce moment. Donc, tu sais, c'est pas quelque chose en ce moment, on essaie d'être très positif dans l'approche qu'on a. Puis, tu sais, le commissaire est venu... La semaine passée, à Montréal, on lui a posé la question. Puis, tu sais, essentiellement, nous, c'est de dire, regarde, c'est une infrastructure qui est en travaux en ce moment. La solution est juste là. Fait que, tu sais, on regarde pas si loin devant nous, là. Tu sais, puis je pense que la solution va arriver très proche. On a eu des discussions très productives avec des membres du gouvernement. Puis aussi, avec le Parc olympique, ça demeure une relation qui est très, très saine et on avance vraiment bien avec eux. Fait que, tu sais, je veux pas non plus, moi non plus, tomber dans des scénarios alarmistes, mais tu sais, je pense qu'il faut être, comment je vous dirais bien ça, tu sais, faut être conscient qu'on a une capacité ici d'aider une organisation puis de la garder ici, puis que surtout, c'est de rester, mais de rester dans un contexte favorable. Si on parle de travaux puis de modernisation à l'intérieur, c'est la capacité de générer plus de revenus avec des sections premium qui... Tu sais, le premium, des fois, ça peut avoir une connotation négative parce que ça sonne cher, mais du premium, dans la plupart des stades modernes de la MLS, c'est 20% des sièges qui génèrent entre 70 et 80% des revenus du stade. Ça permet de garder les autres billets abordables. Puis nous, comme équipe, ça nous permet de générer plus de revenus et donc de réinvestir sur le terrain. Mais la raison pourquoi je pose la question, c'est parce qu'à un moment donné, l'hiver arrive. Puis là, tu te dis, ben, au Québec, il n'y a aucune autre place où tu peux faire un stade intérieur qui existe présentement, à part le stade olympique. Fait que avec le calendrier qui change, la raison de ma question, c'est de dire, ben, admettons qu'il n'y a pas de stade intérieur, il y a deux options. Soit que on en construit une from scratch ailleurs, tu sais, dans le sens Montréal et les environs, ou bien c'est une relocalisation. Est-ce que je me trompe dans les scénarios? Non, mais tu sais, je pense qu'il y a une chose qui est importante de noter aussi, c'est que le commissaire, il a quand même mentionné qu'ils peuvent être patients, puis d'être accommodants. Okay. Parce que dans les marchés nordiques de la MLS, ce changement-là, c'est quand même complexe. Il y a des équipes à New York, Boston, Minnesota. Ils n'ont pas d'infrastructure fermée. On n'est pas... Toronto aussi. On n'est pas les seuls, quoique... Il y a beaucoup... Par exemple, Toronto, le stade est ouvert, mais le stade est hivernisé. Donc, mais c'est ça, le terrain il est chauffé, oui, non? le terrain chauffé, tout ce qui est la plomberie, toutes ces affaires-là sont adaptées à être fonctionnelles pendant l'hiver. Puis quand le stade Saputo a été construit, t'as pas question là, de l'hiverniser. Ben oui, en fait, pas juste de l'hiverniser, mais peut-être la technologie n'existait même pas encore. Oui, c'est ça. Après, mais le format de calendrier n'était pas celui qui était là, puis c'était pas quelque chose qui était en discussion. Mais donc, pour revenir à ta question, regarde, je veux pas être alarmiste, puis je veux pas non plus que tout le monde parte en peur.
oui, on a besoin d'une infrastructure qui va nous permettre de poursuivre les activités ici, mais d'une manière pérenne aussi. C'est ça l'objectif dans tout ça. C'est que nous, notre stade est très limitatif en termes de revenus. On n'a pas accès à tout le stationnement, on n'est pas capable d'offrir non plus toute l'expérience premium qu'on voudrait. Le stade est extrêmement apprécié des partisans. Les gens aiment venir voir les matchs de façon générale. L'ambiance est top. Puis, tu sais, tout le monde, la plupart des partisans qui viennent, souvent sont conquis par l'atmosphère. Mais là, d'être dans un contexte où commercialement, on va avoir plus d'opportunités, plus d'outils pour générer des revenus, bien, ça devient une espèce de roue virtueuse. Là. Si l'organisation génère plus de revenus, nous, c'est pas pour faire du profit qu'on souhaite ça. Là. C'est pour pouvoir réinvestir dans l'effectif puis voir l'équipe grandir au niveau compétitif. Coupe du monde. Oui. C'est quoi l'impact que ça peut avoir sur une équipe comme le CF Montréal? C'est plate parce qu'on n'a pas de match à Montréal. Ouais. Ni de camp de base. Ni de camp de base. Je tiens à le rappeler aux gens qu'on ne l'a pas. Ça, c'est un autre dossier. Mais tu sais, nous, comme organisation, c'est quand même donné comme mission d'essayer de faire vivre ça un petit peu aux partisans. Puis on a réussi à amener la dernière portion du camp d'entraînement de l'équipe canadienne à Montréal et le dernier match. Dans le fond, c'était vraiment le fun. Ouais, merci. Et avec Maxime Crépeau qui pleurait, puis c'était vraiment touchant. Puis, en tout cas, il a joué un match exceptionnel. Puis de voir aussi quelqu'un qui est vraiment un joueur qui a grandi chez nous aussi, représenter son pays comme ça, là, c'est vraiment un bel accomplissement pour lui et pour sa famille. Là, c'est vraiment un beau moment. Mais en gros, je pense qu'on sous-estime le tsunami qui arrive là, avec la Coupe du Monde. Mm-hmm. C'est immense, cet événement-là. Là. C'est comme... C'est des dizaines de Super Bowl là, en termes de codes d'écoute et d'opportunités commerciales et d'influx touristiques. Fait, c'est vraiment énorme ce qui s'en vient. Puis, au niveau de la MLS, c'est la venue de la Coupe du Monde dans les années 90 qui a donné naissance à la MLS. Et donc, on se retrouve maintenant un peu plus de 30 ans plus tard avec la Coupe du Monde qui revient en Amérique du Nord, mais la MLS est maintenant composée de 30 équipes. Lionel Messi joue dans ce club-là. Il y a des équipes dans toutes les grandes villes majeures ou presque en Amérique du Nord. On a une coalition de propriétaires qui ont des moyens, que c'est des personnes d'affaires solides, des familles solides. Donc, on se retrouve dans un écosystème où, je pense que c'est la 6e ou la 7e ligue avec le plus de joueurs à la Coupe du Monde cette année. Je pense pas qu'on aurait pensé ça il y a 30 ans. Là. Et donc, pour moi, je pense que qu'est-ce que ça peut représenter pour la MLS pour un tout? Ben moi, je pense que c'est une nouvelle étape qui est franchie. Je pense que ça va, encore une fois, exposer le plus haut niveau que ce sport-là a à offrir à nos marchés. Et je pense aussi inversement, puis ça c'est peut-être un vœu de ma part, mais ça va exposer notre ligue, nos stades, notre territoire à plusieurs joueurs qui n'ont pas nécessairement évolué ici. Et donc, moi, je pense que tout cet écosystème-là, ce que la Coupe du Monde peut faire en termes d'awareness pour notre sport, je pense que ça peut être très significatif. Il n'y a rien qui se compare à la Coupe du Monde, selon moi. Puis, pour faire du pouce sur ce que tu dis, je pense qu'en Amérique du Nord, il y a encore beaucoup de gens qui restent à être conquis par le foot, par le soccer. Puis pour moi, si je dis à la blague, mais pas tant à la blague, si je peux prendre un mois de congé pour juste écouter tous les matchs de la Coupe du Monde, tu t'en vas à Vancouver. Je le ferais. C'est ça. Fait que je le ferais, mais c'est un sport magnifique. Puis hier soir, je sais pas si vous l'avez vu à TSN, il remontrait la finale France-Argentine. Tu regardes ça, c'est incroyable, tu regardes ça jouer. Fait que oui, t'as raison, puis je pense de développer des nouveaux partisans. Je pense qu'on va aller chercher en Amérique du Nord des nouveaux partisans qui vont encore plus s'intéresser au foot, il va y avoir toujours une coqueluche. Il y a des joueurs qui naissent. Là, Alistair Johnston, il y a 4 ans, c'était ça là, qui a mené à son transfert à Celtic. C'est sa performance avec Team Canada il y a 4 ans. Là, tout d'un coup, c'est avec qui cette année les joueurs qui vont arriver sur la map. C'est dommage qu'on ne l'ait pas à Montréal, mais j'ai beaucoup aimé, puis bravo d'avoir fait l'exercice, d'avoir amené Team Canada. Le match contre l'Irlande, j'ai trouvé que c'était magnifique. Je peux vous le dire, Soccer Canada, il s'en cache pas. Il aime beaucoup venir ici. Il aime beaucoup notre marché, notre base de partisans. Il y a eu beaucoup
d'influx touristiques. Là. Honnêtement, il y avait du monde de partout qui Ben sont oui. venus voir le match. Mais tu sais, on parlait du stade olympique. Plus tôt. Je pense qu'on aurait rempli le stade olympique pour ce match-là. Ah, là. c'est sûr. On a Moi, été à guichet fermé C'est sûr. très rapidement. Là. C'est sûr. Ouais. C'est ça qui. Je veux pas m'en faire une autre montée de lait, mais c'est ça que les gens ils ont besoin à comprendre l'impact du foot. T'sais. Je disais un article qu'il y a des partisans de l'Irlande qui ne manquent pas un match. Hey, mais c'était C'est beau, des là, friendly. il y avait une grosse partie Oui, ben qui c'était oui. des fans irlandais là, Puis qui étaient là. c'est des friendly. C'était C'est cool. juste. C'est un match amical. Il n'y a pas d'enjeu. Ah oui. Mais ils sont là. As-tu vu le double-decker des Pays-Bas qui, c'est un autobus à 2 étages qui a fait le trajet en paquebot. Ça a pris 3 semaines, dans le fond, pour arriver au Texas. Et là, dans le fond, leur tradition, c'est de suivre ce double-decker-là, ce boss-là, la marée orange, la orangerie, là, qui suivent ça. Mais c'est des milliers de fans qui se déplacent. Puis ils vont suivre les Pays-Bas partout. Moi, le match que je vais voir à Vancouver, c'est Australie contre Turquie. Oh. Mais Australie à Vancouver, j'ai hâte. La c'est marée sûr. australienne là, qui vont débarquer. Déjà qu'il y a une grosse communauté australienne dans l'Ouest canadien. C'est clair. Puis dans l'Ouest américain. Je m'attends à des grandes foules, mais c'est ça que on a l'occasion de vivre. C'est malheureux qu'on ne l'ait pas à Montréal, mais profitons-en que c'est au pays, profitons-en que c'est à proximité. Il y a plusieurs stades quand même proches de Montréal aussi. Tu as New York, tu as Boston, il y a Toronto, entre autres. Fait que, tu sais, honnêtement, il y a moyen de le vivre, puis ce n'est que de le regarder à la télé. Là. Mais là, moi, Alex, là, pour terminer, je reviens au début. Tu sais, je te présentais. Ouais. Ça fait pas longtemps que tu es à le CF Montréal, mais tu es rentré dans quand même une période d'immenses défis. Pourquoi tu as décidé d'accepter? Ben, ça va faire bientôt 1 an que j'étais avec le club. Pour moi, bien personnellement, là, Alex, quand il avait 15-16 ans, il a décidé qu'il allait un jour travailler dans le sport. Puis j'ai fait mes choix au niveau de mon éducation, puis tenté au niveau de ma carrière de sillonner puis d'évoluer là-dedans. Il n'y a pas une tonne d'opportunités non plus à Montréal. On n'est pas une ville comme LA qui a je ne sais pas combien d'équipes professionnelles. Honnêtement, j'ai fait le décompte, là, mais c'est au-dessus d'une dizaine. Fait que tu sais, on n'est pas dans un marché de sport, mais on n'est pas non plus celui qui est le plus grillé. Puis on regarde beaucoup de Québécois qui ont du succès, c'est pas au Québec, justement. Tu sais, j'ai Julien Brisebois qui m'est venu en tête, ou Pat Brisson au hockey, ou tu sais, même Laurent, ultimement, tu sais, quand est venu le temps de Laurent Duvernay-Tardif, tu sais, il est allé jouer dans la NFL. Tu sais, c'était plus la CFL qui était le calibre pour lui. Fait donc, moi, quand est venue l'opportunité d'aller travailler pour une équipe professionnelle dans ma ville, c'est une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer. Fait que tu as le rêve de petit gars d'évoluer, de travailler dans une grande ligue, dans une ligue professionnelle vraiment digne de ce nom, là, honnêtement. Là, c'est du beau calibre, mais c'est aussi au niveau... Moi, c'est le côté business aussi qui m'interpelle. T'es dans le bon podcast pour ça. Oui, c'est ça, exact. Mais tu sais, d'avoir l'occasion, tu sais, encore une fois, on le mentionnait, là, mais tu sais, ça fait des semaines là, qu'on prépare une visite avec le commissaire, d'interagir avec le commissaire lui-même, les gens de son équipe, également de bâtir ces visites-là, de bâtir nos stratégies d'affaires avec les bureaux à New York, mais aussi les autres équipes partout en Amérique du Nord. Tu sais, c'est une opportunité unique de... Oui, personnellement, là, égoïstement, bâtir le réseau, apprendre des gens qui m'entourent, mais ultimement de pouvoir contribuer à une équipe montréalaise. Il y avait un peu le sentiment du devoir là-dedans aussi, là, de comme contribuer à ça. Ben, c'est ce que je pense. Puis j'ai le goût, je l'aime mon CF, j'allais au game avant. Je veux qu'on ait du succès, pas pour moi, pour le Montréalais, pour l'organisation, puis pour la pérennité de ce club-là. Hey, merci tellement, Alex. Ça me fait plaisir, ça a passé vite. Puis j'ajouterais juste, ils sont chanceux de t'avoir. Vraiment. Honnêtement, là, quand j'ai vu la nouvelle passer, on s'est texté pour te féliciter. Puis je pense que tu amènes une belle dimension au niveau business, au niveau de l'expérience dans les médias, dans les communications. Avoir le pouls de la population. Des fois, je trouve que dans le passé, le CF, comme tu dis, était un peu plus loin des gens, là, se rapproche avec l'authenticité, avec les réseaux sociaux. Fait que bravo. Merci d'être passé à notre balado. Une année, pour vrai, là, déjà, là, des gros
gros changements. Puis, ben là, on donne une invitation pour la saison 2. Tu vas avoir probablement Il va avoir des choses à nous raconter. Il va y avoir des nouvelles. Il va y avoir des nouvelles. Ouais. On va être ailleurs. Et merci tout le monde d'être là. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Ouais. Ça fait toujours plaisir. Bye tout le monde. Bye.